Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir, je vais continuer la lecture du roman de Clotilde Vernos qui s'intitule L'emprise, la perversion du lien. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette lecture. Je vous invite aussi à suivre tous les podcasts sur ce roman que je vous lis, chapitre par chapitre, parce que je pense qu'en tant que victime, vous vous reconnaîtrez toutes et tous à travers le récit de cette narratrice qui a vécu un enfer auprès de son pervers narcissique et qui s'appelle, au sein de son roman, Paul Ernest. Donc je vous invite à vous installer confortablement et ce soir, je vais vous lire le chapitre sur le temps de la prédation, coup de foudre. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout à l'heure. Oh là 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 là, la belle histoire d'amour. Il m'a alloué le rôle d'un plaisant paquet de nouilles, dont il a défait avec avidité l'emballage, qu'il a fait mijoter et accommoder à toutes les sauces de sa perversité, qu'il a utilisé pour alimenter son cœur métallique et son cerveau mécanique, soigneusement camouflé sous sa carapace d'humain, qu'il a digéré le tout avec satisfaction, qu'il a éliminé avec délectation, sans autre souci que vérifier la disparition de la merde de son œuvre, avec la chasse d'eau, et encore, sans jamais reconnaître qu'il a confondu un humain avec un paquet de nouilles, ni qu'il s'est servi de l'humaine créature sur laquelle il a jeté un temps son dévolu, comme d'un objet utile pour alimenter et évacuer avec jouissance sa propre monstruosité. Au fil de ses manœuvres. Coup de foudre. 13 juillet 1998, 13h10, Aix-en-Provence. Il avance donc à travers le jardin qui mène à la maison. Je l'attends. Il y a 20 ans que je ne l'ai pas vu. Il marche lentement, si maigre que sa poitrine lui fait un creux entre les épaules, un pied légèrement traînant, comme dans un film au ralenti. On dirait qu'il débarque de la lointaine planète Zork, d'un pas mécanique, régulier, qu'il hésite à s'aventurer. Tels ces pantins que l'on remonte de quelques tours de manivelle, mais qui en fin de course avancent encore dans de derniers soubresauts compulsifs. De loin, il ressemble à son père, corps osseux, visage acéré, mais ressemble aussi à un adolescent, l'adolescent dont je me souviens, par bribes, un mélange. Il porte une chemise beige écossaise, un vaste pantalon trop court en velours, par 30 degrés à l'ombre, et des chaussures vaguement bateau, dont la base d'un côté oscille sur le sol. Troué, je le répète, comme ses chaussettes, comme presque tous ses vêtements. Je m'en suis rendu compte plus tard. Sa dégaine et son accoutrement m'amusent, me touchent. Je me dis, voilà quelqu'un qui ne se préoccupe pas trop des apparences, qui met ce qui lui tombe sous la main et qui ne jette pas les vieilleries. Je me dis aussi qu'aucune femme ne s'échine à s'occuper de son vestiaire. Je remarque quand il se rapproche qu'il regarde avec une sorte de fixité et d'intensité droit devant, que son regard passe obligatoirement par moi, derrière ses lunettes. Il ne parle pas. J'ai dû avancer vers lui sourire. C'est ce que j'imagine que j'ai fait. Lui ne souriait pas. Il avait l'air grave, rigide. Je me souviens de ces instants avec précision. Je revois son avancée dans mon jardin comme une scène de cinéma sur grand écran, couleur, qui repasserait sans cesse. C'est pourquoi je le répète dans ce livre, comme l'image
obsédante du générique d'un film dont j'ai vécu le scénario en vrai, en chair et en os. Alors qu'il en fut le metteur en scène et l'acteur robotique, me retardant le moment d'affronter à nouveau cette histoire et la peur qu'elle induit. Dans les feuilles de platane, les cigales se sont tues. Il se rapprochait de moi doucement, et j'ai marché à sa rencontre, plus vivement. De près, son regard m'a semblé à la fois flou et acéré, comme s'il était ici et ailleurs. En tout premier, il m'est apparu comme un homme lunaire, énigmatique, dans l'émotion, l'immobile irréalité de ce jour de juillet. J'allais l'embrasser peut-être, lui dire 2 mots, écouter sa voix. À ce moment, il m'a soudainement, violemment écrasé dans ses bras, presque à me casser, de la même violente façon qu'il avait tenté de m'embrasser 20 ans auparavant. Il m'a aimanté. J'avais le front sur sa clavicule de travers, le nez dans sa chemise écossaise à moitié étouffée. Il a fait ainsi, sans un baiser, sans un mot, comme s'il voulait me coller brutalement à l'intérieur de lui. Mais c'était impossible. Alors, au bout d'un temps très long, il a relâché son étreinte. J'ai pu le regarder en vrai et en clair à 10 centimètres, et je lui ai dit « Allez, viens !» Des mots de ce genre pour revenir aux petites choses de la vie, aux pieds sur la terre et l'entraîner vers la terrasse. Ne me reste que son silence, les cigales à nouveau, et l'émotion muette, éprouvée à le retrouver. Aussi l'intensité, la violence de sa présence. S'agit-il d'un conte de fées? Nouvelle vague. On s'est assis sur la terrasse. Il a bu du rosé à l'ombre de l'olivier. Il parlait beaucoup, soudain, presque un monologue pour relater des bribes de sa vie. Il parlait gravement, comme de lui à lui. Je le reconnaissais en même temps que je commençais à faire connaissance. Son visage s'était affiné, ses cheveux éparpillés, sa voix rigidifiée, sa vie se récitait d'une voix monocorde. Je me souvenais d'un garçon drôle, enjoué, actif, de notre jubilation à être ensemble. Et là, j'étais avec un autre. Le même autre. Un homme familier, en même temps qu'inconnu, sévère. Il m'a d'emblée donné en pâture des souvenirs précis qui me restituaient des miettes de passé. J'ai remarqué qu'il avait une mémoire précise et inoxydable. C'est ton père qui m'a appris qu'il n'y avait aucune honte à descendre de son vélo et le pousser, quand la pente est trop forte. J'applique parfois son précepte, etc. Il me racontait aussi des scènes de son passé familial, comme des événements ponctuels, sans allant ni aboutissant, sans lien, le sens de l'ensemble. Son fil de vie m'échappait. Sa femme, quittée brutalement il y a 5 mois. Pourquoi? Il a haussé les épaules, d'un air perplexe. N'a pas répondu, mais a ajouté « Elle m'a demandé. Tu ne m'aimes plus ?» Et en guise de réponse, il a haussé à nouveau les épaules. Il ne savait pas répondre à cette question. Plus tard, il est revenu tout seul sur ce sujet précis. Je lui ai dit que je partais. Elle m'a demandé de rester jusqu'au jour de la fête qu'elle avait organisée pour mon anniversaire. Je suis resté. Il la quitte brutalement, mais prolonge le départ. Il ne fait aucun commentaire là-dessus. On dirait qu'il s'en fiche. Ce même après-midi, il reparle plusieurs fois de sa femme. Le jour de mon mariage, je ne me souviens pas de l'avoir vue. C'est sur une photo que j'ai réalisé combien elle était jolie. Le lendemain de mon mariage, je ne pensais qu'à m'en aller. C'est ma mère qui m'a conseillé de me marier et dit qu'elle avait
toutes les qualités, cette fille, que je ne trouverai jamais aussi bien. Ce qui est vrai. On dirait qu'il s'est marié en dehors de sa propre volonté. Pire, qu'il n'a pas de volonté propre. Et s'est soumis à ce que sa mère lui suggérait. On dirait qu'il n'a pas d'opinion personnelle sur la question, comme si cela n'avait pas de rapport avec lui. Il dresse un inventaire. Il a évoqué aussi Joséji, une juge, bien plus jeune que lui, qui lui avait demandé de quitter sa femme. Tellement original comme scénario. Mais ce n'est pas pour elle qu'il l'a fait. S'il est parti, ce n'est pas à cause d'elle, répétait-il. Pas du tout. S'il l'aime, il a haussé à nouveau les épaules, perplexe. N'a pas su quoi répondre, mais il a tout de suite rebondi sur autre chose, éludant la question. Il relatait ses scènes de vie, ses événements sans émotion aucune, et quand je lui demandais ce qu'il éprouvait, il semblait dans le brouillard, perdu. Je l'ai constaté sans l'intégrer, ce mélange d'incongruité et de rigidité. Utilisation du rituel, archi connu, convenu, pour tenter de recadrer son inhumanité dans un semblant d'humain. Mais rien ne coïncidait jamais. Décalé, inadapté, il a donné à notre vie ce goût d'étrangeté, parfois de malaise, de celui qui est sur terre sans y être. Il m'a parlé de ses filles, isolant une ou deux petites scènes d'elles, enfants qui le faisaient rire. Il est parti de chez lui sans un mot, une lettre, un appel, rien. Et il s'étonne que l'une lui raccroche au nez, l'autre lui dise qu'il la dérange et que l'aînée ne l'appelle que quand elle a besoin d'argent. Il trouve cela agaçant et il ajoute « Je n'ai jamais fait ce qu'il fallait », comme s'il était penaud. Pas peiné, penaud, bref, elles ne veulent plus le voir et j'ai demandé ce qu'il avait fait de si grave. Et il m'a répondu « Mais dis que je les ai violées, c'est ça ?» Il a ajouté, comme un détail sans importance, qu'une de ses filles avait de graves problèmes, et il a conclu « C'est embêtant ». Ce qualificatif était aussi inadapté pour une enfant qui a de sérieuses difficultés que agaçant pour un père qui n'arrive plus à voir ses enfants. Il m'a répété avec rage « Mes enfants ne m'aiment pas !» Et encore, je n'ai jamais fait ce qu'il fallait avec elle. Je pense que c'est vrai. Et avec personne d'ailleurs. Sans sentiment, la vie devient biologique. Et traiter les autres avec inhumanité est son seul mode possible de fonctionnement. Il ne sait pas faire autrement. Il excellait dans le registre de la feinte dévalorisation qu'il accompagnait d'un air faussement penaud. « Oh, je ne veux rien » ou « Je ne sais pas ce que tu me trouves ». Avec ses enfants, il a mimé, comme le reste, le rôle du père, sans les sentiments. Et comme il ne pouvait s'empêcher d'être méchant, qu'est-ce que ça peut produire dans la tête d'un enfant? Il a agi de même avec les miens, de manière déstabilisante, mais moins longtemps, car j'ai vite séparé les genres. Si j'ai accepté sa folie, de lui à moi, je n'ai pas supporté qu'il s'attaque gratuitement aux miens. Dans le jardin du Luxembourg, et à plusieurs reprises, quand nous croisions des bébés en landau et poussettes, il me déclarait sur un ton confidentiel et compassé. « Tu sais, ça ne me fait pas du tout envie. » D'une façon générale, il regardait les petits avec autant d'émotion qu'un chercheur devant un arrivage de souris blanches. Ce premier jour, il m'a avoué qu'il s'était fait stériliser il y a 15 ans, car il ne voulait pas faire d'enfant, à tort et à travers, et qu'il ne se sentait pas apte, ne l'avait jamais été. Sur le moment, j'ai trouvé cette démarche spontanée bizarre. Maintenant, sans vouloir être sarcastique, je pense que c'est la seule action bienfaisante qu'il ait jamais réalisée dans sa vie. De toute façon, être sarcastique,
art dans lequel il excellait, est un honneur que je lui fais. Nous avons circulé dans les pièces au hasard, tout en parlant. Il m'a montré le réservoir de sa voiture à gaz, dont il était très fier, une vraie bombe. Aussi une photo d'Ève, tirée d'une fresque de la cathédrale d'Autun. Et il me l'a donnée, et puis celle des 3 mages, sous leur couverture. Ça lui plaisait, l'idée des mages en train de roupiller, serrés les uns contre les autres, un sourire aux lèvres. Il a sorti aussi 3 bouteilles de champagne pour moi. Pendant ces années, il n'a pas cessé, sauf quand il m'annihilait, de me couvrir de cadeaux convenus et inconvenus. Je lui ai parlé du petit lézard qui s'acharnait à venir dans l'évier sans pouvoir remonter. Chaque matin, je le reposais dehors. Chaque matin, je le retrouvais dans l'évier. Je passais mon temps à lui sauver la vie. Et il l'a pris sans façon, par la queue, qui a résisté, et l'a jeté un peu violemment dans le jardin. Je me suis dit, mais c'est comme ça les docteurs. Alors dis-moi, que veux-tu pour manger? Il était près de 5 heures, quand j'ai ouvert le réfrigérateur. Des tomates et de la confiture d'abricot. Il n'a pas hésité une seconde. Presque tous les jours que nous avons partagés, il a mangé des tomates et de la confiture d'abricot. Il avait d'autres nombreux rituels auxquels il ne dérogeait jamais. En dehors des tomates et de la confiture d'abricot, l'achat compulsif de fruits et légumes par kilo qu'il laissait généralement pourrir. L'achat de cartes routières, de serpillères, de contenants de plastique, de torchons et de tout un matériel ménager qu'il n'utilisait que rarement, sa maison étant une vraie poubelle. Toute une après-midi, il a cherché un aspirateur miraculeux qui n'existait pas. Il adorait aussi conserver des poches de plastique dont il ornait sa maison pour en avoir toujours une sous les yeux, suspendue à une poignée de porte, à un clou. Aussi des boîtes de Ricoré et toutes les boîtes et pots en général, jusqu'aux 3 aquariums cassés qu'il avait entassés, sales, dans sa cuisine à côté de l'évier, ne voulant pas s'en défaire. Était-ce pour me rappeler gentiment tous mes poissons rouges qu'il avait fait mourir pendant des mois? Quand il vivait encore loin de moi, à Troyes, il m'a empêché d'enlever mes cheveux de sa brosse pour les avoir avec lui. Il collectionnait aussi tous mes badges de fête du livre, les regardant avec ferveur et émotion tellement sincère, comme s'il détenait des trésors. Il gardait tout, particulièrement ses vêtements troués, tachés, trop petits, affublés comme un as de pique, ou comme un mendigot, mais les manches de ses chemises toujours boutonnées et chaussettes même au fin fond de l'été. Il vivait fenêtre close, complètement encastré dans les couettes ou les couvertures de peur du moindre courant d'air, mais pouvait affronter en short et chemisette les moins 10 degrés. La liste est sans fin. J'énumère en vrac quelques-uns de ses rituels compulsifs, ses fixations rigides, ces petites bizarreries et incohérences qui jalonnaient notre quotidien, car c'était autre chose que des manies, et c'était tout le temps pièce inassemblable d'un puzzle. Je ne suis pas fille convenue, cela ne me gênait pas vraiment, plus cela me faisait rire, parfois tordre de rire. Chaque jour apportait son lot de surprises incongrues dans un rituel implacable. J'appelais cela folie douce. Et tant qu'il ne m'a pas fait de mal, j'ai pensé que c'était un grand original. Quelque chose clochait. Mais je trouvais notre vie pleine de fantaisie et terriblement drôle. La nuit de son arrivée, nous sommes partis vers la ville. Son comportement a soudain changé. Il est devenu euphorique, exalté, enfantin. Et il était soudain un autre. « Tu crois que je peux boire une lèvre ? Tu crois que j'achète des cigarettes ?» Il me demandait la permission de tout, comme un gamin. Et je devais décider, c'était un jeu. En 4 ans, il a arrêté déjà 7 fois de fumer et 18 fois de boire des alcools.
Au début du feu d'artifice, il criait à chaque gerbe. Bravo la bleue, bravo la rouge. Si fort que malgré le sifflement des fusées, les gens le regardaient. Content, il a continué de plus en plus belle, interpellant les passants, comme s'il voulait absolument se faire remarquer. Son hystérie, même dans la foule, a commencé à mettre mal à l'aise. Puis il s'est calmé. Assis, côte à côte sur une marche, nous avons écouté quelques notes de l'Orphée de Monteverdi, qui s'échappait de l'archevêché. Il tendait l'oreille avec recueillement. Il s'est arrêté de la même façon devant une jeune fille qui jouait du violon sur les quais de Lyon. Il est resté une demi-heure à la regarder fixement, à l'écouter jouer comme si la Sainte Vierge était apparue. Il me regardait parfois, ainsi avec intensité, comme s'il me traversait. En fait, dans ces moments, il pompait les émotions de l'autre pour se les approprier. Cet air pénétré témoignait uniquement de l'assouvissement d'un estomac bien rempli de la substance humaine aspirée chez l'autre. De même qu'il utilisait rituellement cet air inspiré pour aspirer. De même, il répétait rituellement les mêmes phrases. Par exemple, « Je t'aime quand même ». Quand même quoi? Manquait la substance derrière les mots. Il ne me demandait jamais mes désirs, ni ce que je ressentais. De même, il ne parlait jamais qu'en termes d'action. Le minutage de ce qu'il avait fait, les détails techniques de son dernier vol en planeur. Et surtout, il me rapportait tout ce que lui disaient ses patients. Je connaissais leur vie par cœur. Ainsi, en utilisant les autres, il comblait son vide à vivre, à dire et à penser en termes d'intériorité. Il appréhendait la forme, faute de fond, pas par pudeur, mais par débilité affective et idéatoire. Les dessins, les peintures, les fresques le fascinaient. Il savait voir, entendre, renifler, goûter, toucher, se gaver, s'activer, jouir et rien d'autre. Dans le monde des apparences, des contours, puisque le contenu lui échappait, à l'image de tous les contenants vides qu'il accumulait dans sa maison. Il m'a vu, je pense, comme un emballage. Le fait que je dessine l'interpellait, parce que visible, lui-même faisait le portrait de ses patients pendant les consultations. Sur son bureau, dans les désordres inimaginables qui s'installaient, apparaissaient des visages grimaçants, hirsutes, croqués au stylo bille bleu. Il remplissait aussi mes carnets de croquis. Il aurait pu être un excellent caricaturiste. Jamais sa main ne se détachait du papier, du début à la fin, bien qu'il hachure beaucoup ses visages. Il faisait toujours de gros nez. Il passait d'un dessin grimaçant à un dessin enfantin. Comme il était, lui, tantôt joyeux et puéril, tantôt effrayant. Après, je lui achetai des petits carnets qu'il remplissait avec avidité de visage, essentiellement, puis tout un matériel d'aquarelle, car il se disait très désireux de peindre. Il a peint une fois un lapin, reproduit d'une carte postale, puis plus rien. Il me demandait, mais faut-il commencer par le fond pour faire un tableau? Quand on marchait dans le mont Ventoux, il revenait à cette même question. Tu ferais le ciel bleu comme il est pour le fond, ou tu choisirais une autre couleur? Je répondais, tu le fais comme tu le vois, toi. Au bout de quelques mois, il n'en a plus reparlé. Il semblait poursuivi par un thème obsessionnel qui tournait dans sa tête pendant un temps donné. Après, il n'en était plus question. Pour les gens, c'était la même chose. Il s'en préoccupait 2 minutes. Après, il faisait comme s'il n'existait plus. Il me parlait souvent du cadre, la difficulté de faire rentrer les choses dans le cadre. En dessin, par exemple. Je pense maintenant que, sans repère intérieur, il tentait d'en trouver tout autour de lui. Le fond, le cadre,
posant de drôles de questions, dont les réponses me semblaient évidentes, mais pas pour lui. Il me questionnait aussi drôlement et beaucoup sur mon passé sentimental, comme s'il voulait trouver des références. Il me faisait répéter les raisons qui m'avaient poussé à faire ceci ou cela auparavant, comme difficiles à assimiler, afin de bien les incruster dans sa tête, faire son marché de sentiments. J'ai eu souvent l'impression que quand je lui parlais de cela, je parlais chinois. Voilà une lettre retranscrite intégralement, écrite à propos du cadre, après qu'il m'eut empêché de le voir pendant plusieurs semaines, et où il opère un début de tentative de récupération. Juliette. Ce matin, avant d'essayer de soigner les fous, j'ai repris la tentative de recopiage d'une jolie carte postale représentant une tapisserie de Beaune. Une scène de chasse où une femme et son homme sont à cheval ensemble sur un costaud cheval, la tête en avant, les naseaux dilatés, la bouche ouverte au plein galop, montré comme on le faisait à l'époque. Les antérieurs n'ont pas la position précise des antérieurs. Je précise pattes de devant, au galop tels qu'on les représenterait maintenant. Autour, un fauconnier, un page, des chiens, un paysage plein de détails, des oiseaux au loin des maisons et des arbres, le ciel au fond, je crois. C'est plein de couleurs dont les tons qui se distinguent et se fondent, et plus on regarde, plus on voit d'êtres qui bougent ou restent. C'est le couple à cheval qui tient le milieu. J'ai tenté de comprendre où était le centre du dessin. Il semble que ce soit le cheval, à la base de son encolure, puis la position de la dame et de l'homme. Elle est dans son dos. Elle le tient, se tient à lui, la main passée devant. Lui est dans son action, la main droite pour les rênes. La gauche lâche un faucon. Ils sont attentifs, sérieux tous les deux, ensemble pour être ensemble et dans le mouvement de leur cavalcade et de leur chasse. À quoi pense-t-il? Elle qui le tient et chevauche, lui, serré contre elle, menant son cheval et lâchant son faucon. Toute cette petite description pour te dire que je n'arrive pas encore non plus, à représenter l'ensemble. Les dimensions ne collent jamais, et je viens de m'apercevoir que j'avais tracé un cache qui n'était pas des mêmes proportions que celui de la tapisserie. Il faut tout recommencer, replacer, dessiner à nouveau, ce qui de toute façon était nécessaire, puisque les formes, même mal placées, n'étaient pas très ressemblantes à leur modèle. Voilà à quoi je m'amuse en ce moment, quand j'ai du temps. Ce cadre faux que j'avais tracé, il me fait penser à ces difficultés en moi, que je t'ai imposées si brutalement, à cette difficulté maintenant pour reprendre contact, à ces formulations plus adéquates qui permettraient que nous soyons ensemble. Maintenant, tu n'en as peut-être plus le désir, ce qui enlèverait le sens de mes spéculations. Maintenant, tu en as peut-être encore le désir. Je t'en prie, ne le lâche pas si tu l'as. S'il te fait souffrir, laisse-le dormir et se réveiller au moment où il ne te fera plus mal. Trop souvent, je n'ai pas pris soin de toi. Comment le faire maintenant serait possible? En tout cas, je souhaite que tu sois bien et comme tu le veux. C'est comme dur à écrire. Si, comme tu le veux, signifie dans une vie complètement séparée de la mienne. Mais comme tu le veux de toute façon. Je t'embrasse. Tu l'as bien fait dans des moments où je te retirais mon visage. Et je garde aussi ces baisers-là. Paul Ernest. Le soir, à notre retour d'Aix, il a choisi une chambre dans la grande maison vide. Il pleuvait. Il m'a regardé encore avec ce regard fixe, comme si me voir était une révélation. Puis il est allé dormir.
Nous devions partir le lendemain, tôt vers la mer. Il fallait le réveiller à 6h30 précise, ne pas oublier la confiture d'abricot. Au matin, j'étais là. Il m'a aspiré du regard comme la veille, de cet air pénétré. Je me suis assise par terre à côté de lui. Il avait sa tête appuyée sur un coude, tourné vers moi, ses épaules et son buste hors du drap. J'ai eu cette même impression de puissance contenue que la veille, non pas à cause de ses larges épaules, c'était la bête prête à bondir. Je n'ai eu qu'une envie, me coller là, dans sa poitrine, et que ça ne s'arrête jamais. Je ne l'ai pas fait. Il me semblait qu'il le voulait, mais je n'étais pas si sûre. Il a bu un vieux fond de Nescafé avec de l'eau tiède et a avalé avidement à la petite cuillère le pot de confiture d'abricot. Par la fenêtre de la cuisine, il m'a dit « Mais est-ce qu'il y en a encore ?» Et dans la foulée, « Que tu es jolie !» Il le pensait vraiment, je crois. Il me l'a répété 2000 fois pendant ces années. « Comme tu es jolie !» avec ce regard fixe et dévorant. Il n'a jamais utilisé l'adjectif « belle » qui a une résonance intérieure. J'étais jolie, comme un tableau ou comme un pantin qu'il promenait avec lui, pour son auto-édification. Nous nous sommes occupés du lézard, qui bien sûr s'était recollé dans l'évier. Il l'a pris à pleine main et l'a reposé violemment dehors, comme la veille. En même temps, il a ri d'un rire aigu, soudain et explosif, alors que sa voix était grave, sourde parfois. Je m'aperçois que son rire arrivait parfois sans raison, discordant, comme la veille, où il gueulait de façon tonitruante sous les germes du feu d'artifice. Cela fait partie de toutes ces petites scènes déconnectées, dont j'ai été témoin constamment et silencieusement, et qui me mettaient mal à l'aise, ainsi que son entourage, sans qu'il semble s'en rendre compte. Je ne m'y suis jamais habituée, mais j'ai fini par faire comme si, par mimétisme, lui pompant sa tactique, comme il me pompait mes sentiments et mes pensées. Sur la plage, il a enfilé un petit maillot de bain noir, désuet, et décousu par endroits. Il nageait le crawl, comme s'il faisait une course olympique. « Tu ne me perds pas de vue, hein, si je me noie. » Toutes les minutes, il s'arrêtait pour s'assurer que je suive bien des yeux. À nouveau, comme un enfant qui vérifie que sa mère l'admire et qui exige d'être complimenté. Il fallait en plus que je fasse la maman. Tout ce que je l'ai vu faire, il l'exécutait avec un entrain et une sorte de conviction que je trouvais si touchante. Et toujours cette vitalité phénoménale. Quand nous sommes sortis de l'eau, il m'a enroulé dans sa serviette pour me sécher. Quand tu étais petite, je faisais la même chose, et puis je regardais tes jambes, tes fesses, tes seins, comme maintenant. À ce moment-là, il m'a resserré à me casser, m'a embrassé violemment. Me trouver dans ses bras m'a semblé naturel, évident, une connivence au goût d'enfance. J'ai cru qu'il allait me violer là, sur la plage. Les autres n'existaient pas, il était seul au monde avec moi. Freud. Est-ce que j'étais toujours pour lui la maman à ce moment-là? Je l'ai éloigné fermement pour qu'il me redescende sur terre. À partir de ce moment-là, il m'a entraîné dans un genre de cyclone où je me suis laissé tourbillonner un temps avec délice, d'une poignée de fer. Dans la voiture du retour, il a tenu fermement ma main, passant les vitesses d'un pied ou d'un genou si besoin était. Il a toujours conduit ainsi, acrobatiquement, comme si j'allais m'envoler. Nous avons fait durer le temps de l'attente jusqu'au milieu d'après-midi, entre paroles et musique, saumon à l'abricot, tomate à la tomate. Il a annoncé soudain « Je te préviens, je me déshabille ». Et j'ai enchaîné « Je te préviens, je me déshabille aussi ». Et lui, si drôlement « Occupe-toi du bonhomme ». Avec lui, ma vie redevenait soudain joyeuse, légère, tendre, ludique. Ce n'est pas un hasard si j'écris des livres pour la jeunesse
si j'ai eu 4 enfants, etc. Je me retrouvais à ses côtés sur un terrain d'enfance, d'invention, de fantaisie, de drôlerie. Je venais de passer 20 ans avec les hauts et les bas d'un homme dépressionnaire suspendu à ses états d'âme. Il faut croire que j'ai le goût, ou que j'attire les êtres compliqués. Alors ce Paul Ernest, fraîchement débarqué, si vivant, déterminé et joyeux, me donnait instantanément tout ce qui me manquait depuis longtemps, avec une impulsive générosité qui me charmait. Et pour cause, il avait immédiatement cerné dans quel registre jouer avec moi, et j'ai marché comme sur des roulettes. Je te préviens, je recommence. Il devait repartir dans l'après-midi, il était encore là le soir. Je lui ai proposé de venir avec moi voir Orphée, à Aix. Il était assis, nu, quand il a répondu sans répondre à ma question, avec un air contrit. Tu sais, je vais te dire une chose que je n'ai jamais avouée à personne. La seule chose que je regrette de ma vie d'avant, c'est mon chien. Tu aimes bien prendre l'air penaud, hein ? Il a acquiescé d'une mine encore plus compassée. J'ai pensé à du cynisme, l'envie de faire le malin. Je me rends compte maintenant qu'il disait vrai. Testait si le terrain lui était favorable. Et c'est effrayant de savoir que la seule chose qu'il va regretter de moi, c'est mon poisson rouge. La nuit est tombée. Il n'arrêtait pas de m'embrasser et de me regarder avec une sorte de ravissement. Qui aurait résisté à tant de ferveur ? Nous avons refermé la porte du jardin. Nos voitures se sont séparées, lui vers Troyes, 782 km au nord, moi vers Aix, 5 km au sud. Il a lâché complètement le volant, en me lançant à 2 mains des baisers, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ainsi a-t-il à nouveau pénétré dans ma vie en direct, de façon inoubliable. Et, mis à part les centaines d'incongruités qui avaient jalonné ses jours, le début de notre histoire peut sembler parfaitement ordinaire et anodin, sans intérêt aucun. On aurait juste pu croire qu'il amorçait avec moi une merveilleuse histoire d'amour, que je n'aurais jamais racontée à personne. Voilà, chers amis, c'était le podcast du jour. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour le prochain épisode, je vous parlerai du chapitre de la passion entre Paul Ernest et notre Clotilde de Bernos. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très très vite et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous adore. Ciao les amis.